Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de l'histoire de Renaissance Technologies et de Jim Simons. Avant de commencer, si tu es intéressé par la finance quantitative et le trading en général, je te laisse aller checker tous les liens dans la description. Sur ce, on peut commencer la vidéo. Notre histoire commence à Newton, dans le Massachusetts. C'est là que Jim Simons naît en 1938. Jim Simons est né dans une famille assez modeste, de la classe moyenne. Pendant que son père gérait l'usine de chaussures dont il était propriétaire, sa mère, Marcia Cantor, elle, restait à la maison pour s'occuper de lui. Un jour, son père fut surpris par une réflexion du jeune Simons. Il se demandait pourquoi l'on devait remettre de l'essence dans le réservoir, alors qu'il suffisait tout simplement d'utiliser la moitié du réservoir, puis la moitié de cette moitié, etc., jusqu'à l'infini, et on ne tomberait jamais en panne. Simons ne savait pas encore, mais en fait, à ce moment-là, il faisait allusion au paradoxe de Zénon, qui est maintenant bien sûr résolu. Cela montra directement à ses parents son attrait pour les mathématiques dès son plus jeune âge. C'est un peu plus tard, en 1955, que Simons rentre à l'université de Boston. Il va très vite être repéré et envoyé à Berkeley pour faire son doctorat en mathématiques. Après ses études, il va poursuivre dans le domaine des mathématiques et enseigner à Harvard ainsi qu'au MIT. Ses talents en mathématiques vont vite être repérés par un programme de la défense américaine, plus précisément de l'IDEA ou Institute for Defense Analysis. C'est ici qu'il va être recruté pour analyser divers codes et messages d'espionnage, les déchiffrer, analyser les patterns à l'intérieur, etc. Il faut rappeler que c'était dans un contexte de guerre froide, donc en plus de déchiffrer les codes d'espionnage, il travaillait aussi sur des méthodes pour justement élaborer les propres systèmes de protection contre l'espionnage de l'URSS. D'ailleurs, comme certaines branches du trading quantitatif orienté analyse de données, ici aussi, on cherche à trouver des patterns à exploiter dans le hasard à l'aide d'algorithmes et de méthodes statistiques. Ce milieu est donc parfait pour avoir un intérêt au marché financier et commencer à s'y intéresser. C'est d'ailleurs exactement ce qui s'est passé. Simons et ses collègues ont commencé à chercher aussi des patterns pendant leur temps libre dans les données des marchés financiers. Pour un peu mieux comprendre leur approche, un concept assez populaire en finance est le caractère cyclique des marchés. Dans le cas particulier des marchés boursiers, le célèbre mathématicien Benoît Mandelbrot, connu pour ses travaux sur la théorie du chaos et des fractales en mathématiques, s'est bien sûr lui aussi intéressé au marché financier et nous parle de deux effets pour illustrer son idée. L'effet Joseph, qui est la tendance du marché à suivre des tendances assez stables et régulières. On peut le voir ici sur le graphe du S&P 500, il y a pas mal de périodes où c'est peu volatile et ça croît de manière assez linéaire finalement, mais assez lentement aussi. Le deuxième effet est l'effet Noé, qui fait référence à l'arche de Noé pendant le déluge. Ce sont les périodes de krach intenses, comme en 2000 ou en 2008 par exemple, caractérisé surtout pour le marché action par d'extrême volatilité et une espérance de rentabilité négative. Donc, de manière dite simplement, ça baisse et ça baisse très vite. Ces deux effets peuvent être vus en fait comme deux régimes de marché bien distincts. Simons et ses collègues ont justement essayé d'appliquer un modèle pour détecter ces deux régimes de marché, qui est le modèle HMM ou Hayden Markov Model. Et ce modèle, justement, peut être utilisé dans le cas des marchés financiers pour détecter les deux régimes vus plus haut. Même s'il a des applications, en fait, dans plein d'autres domaines, comme par exemple l'étude du langage, l'étude du langage par ordinateur, ou la prédiction de la météo, et bien d'autres. Donc Simons et ses collègues ont publié un papier de recherche, mais ne sont pas allés bien plus loin. Tout ça, c'est dans ce livre-là, si vous voulez, The Man Who Solves the Market. C'est au début du livre, je ne sais plus si je l'avais noté, mais vous pourrez de toute façon retrouver toutes les informations là-dedans, c'est beaucoup plus complet que cette vidéo. Je l'ai trouvé que en anglais, mais il me semble qu'il y a une version en français, mais c'est à vérifier. Cela a quand même permis d'initier Simons à la finance de marché et la finance quantitative en général. Après ce passage dans la défense, Simons avait des idées un peu anti-guerre du Vietnam, alors que ses supérieurs étaient tout l'inverse. Donc il s'est fait virer tout simplement de son travail. Dommage pour lui, mais surtout pour la défense du pays, parce que lui, ça lui pose pas de soucis, il retourne très vite dans le monde académique. La NSA, c'est-à-dire l'Agence nationale de sécurité, n'est pas vraiment venue nous voir. Ils avaient une opération à Princeton où ils engageaient des mathématiciens pour attaquer des codes secrets et des choses comme ça. Je savais que cela existait. Et c'était une très bonne politique parce que vous pouviez passer la moitié de votre temps à faire vos propres mathématiques et au moins l'autre moitié à travailler sur leurs trucs et sur
et il payait très bien. C'était donc un attrait irrésistible. J'y suis donc allé. Vous étiez donc un code cracker. Vous avez été licencié. Comment cela se fait-il? Jusqu'à ce que... Comment ça se fait? J'ai été licencié parce que la guerre du Vietnam était en cours et le patron des patrons de mon organisation était un grand fan de la guerre. Et en 1968, il accepte directement un poste de directeur à l'Institut de mathématiques de l'université de Stony Brook. Sous sa direction, le département qui était vraiment nul en mathématiques et pas très reconnu, connu une croissance fulgurante et une transformation significative. Il a recruté des mathématiciens de renom et a encouragé la recherche collaborative, établissant ainsi Stony Brook comme l'un des centres de recherche majeur en mathématiques. Mais Simons commence très vite à en avoir un peu marre de sa vie académique et aspirait en plus depuis longtemps à devenir riche, qui n'est pas forcément le chemin approprié. Il avait bien sûr essayé de lancer quelques temps plus tôt une entreprise de tubes de PVC avec ses amis, mais au bout de 2 ans, il a arrêté et vendu ses parts car en fait c'était trop éloigné de sa passion et de ce qui le drivait dans la vie à part l'argent. Il eut alors l'idée de se lancer dans le business le plus compliqué du monde, mais aussi, si on est bon, le plus lucratif, bien sûr si l'on fait partie des meilleurs. C'est ainsi qu'en 1978, il lance Monimetric, à une époque où les marchés commençaient tout juste à s'ouvrir à des méthodes plus quantitatives. L'objectif de Monimetric était de créer des modèles mathématiques et quantitatifs pour prédire les mouvements de marché futurs. Simons croyait fermement que les marchés financiers n'étaient pas du tout efficients et ni aléatoires, et qu'ils pouvaient très bien détecter des patterns cachés dans le hasard grâce à des modèles statistiques et mathématiques. Il souhaitait développer des stratégies de trading qui se basaient sur des données et des algorithmes plutôt que sur de l'intuition et l'expérience subjective de traders traditionnels. Bien sûr, il n'était pas seul dans l'aventure. Quelques anciens de ses collègues, amis et connaissances étaient là pour l'accompagner. Ces 4 personnes sont Leonard Bohm, un mathématicien de renom pour ses travaux sur les modèles de Markov cachés, HMM. Bohm a apporté, lui, son expérience en statistique et probabilité, contribuant à la création de modèles sophistiqués de prédiction de marché. On a Elwin Berlekamp, spécialiste de code correcteur d'erreurs, qui lui a apporté son expertise en théorie de l'information surtout, et en mathématiques combinatoires. Et enfin, on a James Axe, mathématicien de renom, connu pour ses travaux en géométrie algébrique, qui a aidé à appliquer des théories avancées en mathématiques au trading. En dernier, nous avons Henry Laufer, ancien professeur de mathématiques à Princeton, qui a joué un rôle crucial dans l'application de modèles de concepts géométriques et topologiques aux modèles de trading. On peut voir Monimetric comme un grand laboratoire où Simons et ses collègues expérimentaient des stratégies en discrétionnaire qu'algorithmique. Même si au final, les stratégies étaient au début pas mal discrétionnaires. Au début c'était plutôt un bon succès, mais Simon subit très rapidement de grosses pertes. C'est le problème quand on n'a pas d'avantage compétitif, on peut très bien gagner au début, mais bon, au bout d'un moment, la réalité commence bien sûr à nous rattraper. En 1982, après plusieurs années de recherche et développement chez Monimetrics, Simons a décidé de restructurer son entreprise pour mieux refléter son orientation vers le trading quantitatif. C'est ainsi devenu Renaissance Technologies. J'y suis parvenu en réunissant un groupe de personnes formidables. Lorsque j'ai commencé à faire du trading, j'étais un peu fatigué des mathématiques. J'avais une trentaine d'années. J'avais un peu d'argent. J'ai commencé à faire du trading et ça s'est très bien passé. J'ai gagné beaucoup d'argent par pure chance. Je veux dire, je pense que c'était de la pure chance. Ce n'était certainement pas une modélisation mathématique. Mais en regardant les données, au bout d'un moment, j'ai réalisé qu'il semblait y avoir une structure. J'ai engagé quelques mathématiciens et nous avons commencé à essayer d'élaborer des modèles comme nous le faisions à IDA. À l'IDA, vous concevez un algorithme, vous le testez sur un ordinateur, il fonctionne, il ne fonctionne pas, etc. Cette transition a marqué une nouvelle ère où l'approche quantitative de Simons a commencé à fournir des résultats très significatifs. Pour vous donner un peu une idée des techniques utilisées par Simons et son équipe pour littéralement imprimer de l'argent, on a par exemple James Axe qui lui a proposé d'appliquer des modèles non linéaires au trading. Ces modèles-là permettent en fait d'exploiter des patterns beaucoup plus complexes et indétectables. La technique utilisée était notamment la méthode des noyaux qui est pas mal utilisé dans les modèles support vector machine, donc SVM. D'ailleurs, j'ai un tutoriel vidéo sur mon site, ainsi qu'un article
qui montre comment les appliquer et les utiliser. Au début, James Simons n'était pas très confiant dans le fait de donner du capital à un modèle complètement black box, dont il ne comprend pas réellement les raisons des prises de position. Il va quand même finir petit à petit à implémenter de plus en plus de stratégies avec des modèles black box, parce qu'il va très rapidement voir l'utilité de faire ça. Les patterns détectés par ce genre de modèle sont souvent appelés les ghost patterns. C'est des patterns qui vont être complètement indétectables à l'œil humain, très difficiles à détecter avec des algorithmes quand même. Et ce qui fait qu'en fait l'avantage de ces patterns, c'est qu'ils vont perdurer très longtemps dans le temps. Vu que personne n'arrive à les détecter et les exploiter, ils peuvent rester comme ça plusieurs années et on n'a pas besoin de mettre à jour notre modèle. Ce qu'il ne faut pas aussi oublier, c'est que Simons et ses collègues ont commencé à appliquer ce genre de techniques qui sont vraiment les prémices en fait du machine learning, qui sont des techniques de machine learning en un sens, alors que la quasi-totalité des autres firmes de l'époque étaient des traders traditionnels. L'idée globale pour développer des modèles était de chercher tout paramètre dont le test statistique permettant de déterminer le pouvoir prédictif avait une p-value plus petite que 1%. Et ensuite, soit on va mettre ces features qui ont été sélectionnés dans des modèles, comme par exemple celui-là qu'on a vu précédemment avec la méthode des noyaux, soit de développer des règles manuellement en fonction des anomalies trouvées. Exemple tout simple, si l'hypothèse le marché baisse lors des fortes hausses de taux, et que lors du test statistique on obtient une p-value qui est plus petite que 1%, alors on peut inventer une strat où l'on short les futures sur le S&P 500 lors des fortes hausses de taux US. Bien sûr, là c'est un exemple simpliste et grossier, mais dans l'idée c'est ça. Lors de la transition Monimetrix Renaissance, les performances se sont très vite fait ressentir. Les stratégies étaient principalement sur les contrats futures, mais plus le fonds grossissait, plus il était difficile de réaliser des profits et de rentrer sur le marché sans complètement faire bouger le prix. C'est ce qu'on appelle le market impact et c'est un problème que beaucoup de hedge funds avec une suffisamment grande taille rencontrent et doivent trouver des solutions pour y pallier. Ils sont tellement gros qu'ils font bouger les prix des actifs, ce qui peut complètement changer le scénario dans le pire des cas et dans le meilleur des cas, rendre le prix d'entrée un peu plus élevé ou faible en fonction du sens de notre position que le prix initialement prévu. Cela s'appelle le slippage. Et ça peut être vu un peu comme un coût de transaction variable, comme le spread bid-ask, quand vous passez un ordre au marché. Simons a alors monté une équipe pour essayer de trouver des anomalies sur les actions. Cela permettrait en fait de scaler son business et de gérer encore plus de capital. Les trois principales personnes qui étaient en charge du board d'action étaient Peter Brown, un professeur d'informatique à l'université de Carnegie Mellon, apportait avec lui une richesse de connaissances en apprentissage automatique et en traitement des données. On a Robert Merson, qui était lui un chercheur accompli en traitement du langage naturel chez IBM, dont l'expérience en intelligence artificielle et en statistique était inestimable. Ensuite, nous avons Henry Laufer, un vétéran de Renaissance, qui avait déjà prouvé sa valeur en supervisant les modèles algorithmiques utilisés pour les futures. Au début, le board d'action enchaînait des pertes conséquentes. Il était impossible de trouver des anomalies exploitables. En fait, sur les backtests, ça fonctionnait très bien. En réalité, c'était toujours différent. Et même pour ces trois scientifiques de renom, et en plus à une époque où les marchés financiers étaient beaucoup moins efficients. Cela nous fait relativiser et nous rend compte de la difficulté en fait de surperformer de manière stable les marchés financiers et surtout de trouver un hedge exploitable. Peter Brown et Mercer passaient même des nuits blanches au bureau et dormaient carrément dans leur bureau. L'atmosphère dans les bureaux de Renaissance était souvent tendue. Les scientifiques travaillaient sous une pression immense pour prouver que leur modèle était efficace. Chaque échec, chaque modèle qui ne donnait pas de résultats escomptés faisait voir à Mercer et Brown l'incertitude de l'avenir et s'ils seraient toujours employés chez Renaissance Technologies dans les mois prochains. Heureusement, malgré les pertes sur le marché action, les stratégies sur les futurs compensaient largement ces pertes. Mais malheureusement, ça frustrait encore plus l'équipe sur le marché action. Néanmoins, après un travail acharné et certains ajustements qui ont fait que les résultats du modèle sur les backtests étaient enfin similaires à ce qui se passait en réalité, Renaissance allait pouvoir scaler son business et devenir peu à peu un giga hedge fund. Aujourd'hui, par exemple, Renaissance Technologies gère 130 milliards de dollars avec son fonds Médaillon, mais aussi tous les autres. Parce que Médaillon, c'est son fonds phare, mais ensuite il en a plusieurs autres qu'on verra par la suite. Au début du 21e siècle jusqu'en 2008, Renaissance Technologies diversifiait ses stratégies. Ils avaient leur fonds Médaillon, leur fonds phare, qui servait de marketing
et enrichissait principalement ses employés hein, qui pouvaient mettre de l'argent dans ce fonds, mais ce fonds était fermé aux autres, et d'autres fonds qui étaient ouverts au public et qui se concentraient sur de l'investissement quantitatif à plus long terme pour gérer plus de capital. Et cela permettait, comme les stratégies étaient de plus long terme que Médaillon, de ne pas exploiter les mêmes anomalies et donc de ne pas être en compétition contre son propre fonds. Mais forcément, les performances étaient moins élevées, ce que les investisseurs ne s'attendaient pas forcément. Ces différents fonds sont appelés RIF, donc R-I-E-F, et RIF, R-I-F-F. Donc le Renaissance Institutional Equities Fund, donc RIEF, a été lancé en juillet 2005, et son objectif principal était de générer des rendements en utilisant des stratégies quantitatives pour investir donc à plus long terme dans des actions américaines, tout en offrant une liquidité supérieure à celle du fonds Médaillon. Ensuite, le deuxième, Renaissance Institutional Diversified Alpha Fund, ou RIFF, a été lui lancé pour offrir aux investisseurs une exposition à une gamme diversifiée de stratégies quantitatives au-delà du marché des actions. Donc RIF, lui, vise à générer des rendements absolus en utilisant des stratégies, en utilisant une approche multistratégique qui incorpore des modèles prédictifs de trading sur différentes classes d'actifs. D'ailleurs, je vois beaucoup de vidéos qui associent trading quantitatif à trading haute fréquence et qui du coup associe Renaissance Technologies à une entreprise qui fait forcément que du trading haute fréquence, alors que Renaissance Technologies ne fait pas forcément du trading haute fréquence. Bien sûr, dans le livre, il nous dit qu'ils ont pu tester certaines stratégies de trading haute fréquence, surtout au début du siècle, dans les débuts des années 2000. Je ne sais pas s'ils continuent d'en faire aujourd'hui. D'ailleurs, page 271 du livre, on nous dit que la période moyenne de holding chez Renaissance Technologies, la période de holding de Médaillon, qui est le plus court-termiste des fonds, va de 1 à 2 jours à 1 à 2 semaines. On est très loin du trading haute fréquence, où on peut avoir facilement plusieurs dizaines de milliers de transactions pour un seul actif à la journée. Mais le HFT est moins facilement scalable et peut être, pas tout le temps, mais moins facile et moins viable sur un business model de hedge fund. Par contre, bien sûr, les Sharpe ratios en HFT, eux, sont très aberrants. Ce qu'il faut retenir, c'est que le haute fréquence, donc HFT, High Frequency Trading, c'est forcément quantitatif, mais le trading quantitatif n'est pas forcément du trading haute fréquence. Ce qu'il faut retenir, c'est que Renaissance Technologies a imposé un style de trading, et qui est la méthode d'analyse quantitative et scientifique, qui est la méthode qui a battu toutes les autres méthodes en moyenne de rendement et de Sharpe ratio de toute manière, bien que bien sûr c'est pas magique non plus. Il suffit pas juste d'appliquer un modèle et on va imprimer des billets. C'est plus compliqué que ça, mais néanmoins, ça dépend de où on mesure la performance. Mais quand le livre a été écrit à peu près en 2019-2020, le fonds avait fait 66% par an en moyenne, avant frais. Ce qui est juste fou. Berkshire Hathaway avec Warren Buffett, c'est 20. Donc on est beaucoup plus performant que n'importe quel gérant de hedge fund. Que pensez-vous des Quant? Le fonds Médaillon de Jim Simon a fait 39% net de frais pendant 3 décennies, ce qui prouve qu'il fonctionne. Envisagerez-vous d'engager un quantitatif chez Berkshire pour travailler aux côtés de Ted ou de Todd? Je répondrai non à la deuxième question et je laisserai Charlie s'occuper de la première. C'est plutôt intéressant que le principal fonds quantitatif s'est fabuleusement bien comporté sur le court terme. Ils ont trouvé de petits algorithmes qui ont fonctionné et leur ont donné un pouvoir prédictif. Et tant qu'ils fonctionnaient, ils continuaient à le faire, tant que l'argent rentrait. Lorsqu'ils en sont venus à utiliser le même système, à définir un petit algorithme et à essayer de le faire mécaniquement, pour les prévisions boursières à long terme, les résultats étaient loin d'être aussi bons. Quant aux prévisions à court terme, ils ont découvert qu'en essayant de trop en faire, ils détruisaient leur propre avantage. Il y avait donc une limite à la quantité qu'ils pouvaient Faire. Mais ils étaient très intelligents. Oui, ils sont devenus très riches. Ils sont très intelligents pour le trading. Très intelligents et très riches. Et très bien notés d'ailleurs. Jim Simons. Nous n'essayons pas de gagner de l'argent en tradant des actions. Je veux dire que la réponse, c'est que nous ne pensons pas savoir comment faire. Je veux dire que c'est... Si nous savions comment gagner beaucoup plus d'argent, nous ferions probablement du trading d'actions, nous aussi. Mais nous ne savons pas comment faire et nous ne faisons confiance à personne pour le faire à notre place. C'est simple. Si
Surtout qu'en plus, hein, ce qu'il faut retenir, c'est que le Sharpe ratio, ça dépend de où on le mesure, de quel fond, etc. Mais il y a très peu de volatilité. Hein. On est sur des Sharpe ratios qui dépassent largement les 2,5. On a des perfs de traders haute fréquence, bref, presque. C'est vraiment tout lisse et surtout très constant dans le temps. D'ailleurs, hein, les employés de Renaissance ont un avis très tranché hein, sur les méthodes d'analyse plus traditionnelles. Je vais citer Brown, hein, qui lui est devenu multimillionnaire grâce à Renaissance Technologies, et qui dira plus tard, hein, Anytime you hear of financial experts talking about how the market went up because such and such, remember, it's all nonsense. En gros, à chaque fois que vous entendez un pseudo-expert financier vous dire comment le marché a monté à cause de telle et telle chose, souvenez-vous que ce qu'il dit n'a absolument aucun sens. Je vais vous mettre un petit tableau hein, des performances de Médaillon depuis sa création pour que vous fassiez une idée. En prenant en compte la grosseur du fonds, on penserait à une grosse arnaque hein, si l'on n'avait aucun contexte. Pour vous rendre compte des profits générés, hein, selon le site Edgefollow, sur la totalité du fonds géré, Médaillon compris, le fonds aurait fait 15% ces 3 dernières années. Selon Wikipédia, le fonds gère 130 milliards d'actifs totaux. Cela fait 15% de 130 milliards, ce qui nous donne 19,5 milliards par an de profits générés. Et Renaissance Technologies n'a que 600 employés. Ça fait 32 500 000 de profit de dollars par an par employé de profit. Hein. C'est juste fou comme ratio. Hein. Donnez-moi une seule entreprise avec un ratio profit-employé similaire. Hein. Même Citadel ne fait pas ça. Pour vous donner une idée, Walmart, c'est 9200 $ de profit par employé. Donc, bon, on en est absolument très loin. Hein. Voilà comment Jim Simons a monté l'imprimante à billets la plus performante de l'histoire. Bien sûr, il a su utiliser son argent hein, autant pour financer des universités et des campagnes politiques, mais aussi hein, pour s'acheter des appartements, hein, dont un à côté de celui-là de George Soros, hein, où il passait souvent lui rendre visite pour parler de finances, mais aussi hein, s'acheter un super yacht Archimède, hein, inspiré, donc son nom est inspiré du célèbre mathématicien grec, mais aujourd'hui, hein, malheureusement, hein, Jim Simons nous a quittés hein, le 10 mai 2024. Il aura fait de sa vie une histoire légendaire, hein, autant sur le plan de l'investisseur que du mathématicien, et il résumera mieux sa vie que moi en quelques mots. Sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine. Well, the short talk is this. I did a lot of math, I made a lot of money, and I gave almost all of it away. That's the story of my life. Now, it's a good story, but it's short.